Marie d'Outrepont, 29 avril 2020, Bruxelles. Bonjour Marie d'Outrepont. Bonjour. Quelles sont vos émotions aujourd'hui? Mes émotions aujourd'hui, toujours un peu mélangées en cette période. Il y a un peu de tout. Il y a le privé et le professionnel qui se mélangent. Il y a tous les côtés plutôt chouettes du confinement avec tous ces côtés sombres. Et donc, c'est toujours un peu mêlé, je dirais. Quels sont les côtés sombres? Mais je dirais que pour tous ceux qui n'ont pas la chance, comme moi, d'être dans une habitation spacieuse avec accès à un jardin à l'extérieur, d'avoir Harley pour les enfants avec mon compagnon, déjà rien que ça, c'est toutes ces personnes-là qui se retrouvent seules, avec des enfants en bas âge, avec des soucis financiers, dans des appartements trop petits, avec des personnes malades, et puis tous les autres aussi, tous ceux qui sont détenus, qui sont enfermés, qui sont sans papier ou sans domicile. On va en parler évidemment. Aujourd'hui, nous sommes en plein tourbillon, comme vous le rappelez. En quoi est-ce que la littérature ou l'écriture vous permettent d'apaiser les choses? Mais je trouve que c'est l'occasion de. Moi, je me suis replongée dans Chez soi de Mona Chollet. Je trouve qu'il y a certains livres qui ont une résonance particulière dans ces moments-là, moments où on est obligé de se retourner, de revenir vers le cocon et en même temps de faire en sorte que ce cocon soit une fenêtre sur le monde extérieur. Mais c'est quand même le moment de revenir à ce genre de choses, je dirais, de trouver des pistes de réflexion ou de réponse dans ce qui a été écrit par ailleurs. Vous êtes spécialiste des droits étrangers. Comment est-ce que vous avez dû vous adapter à cette situation, à cette crise du coronavirus que nous traversons actuellement pour continuer à porter secours aux étrangers? Mais disons que c'est particulièrement compliqué parce que les personnes que j'assiste, par définition, il y en a beaucoup qui déjà ne parlent pas français. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'un interprète pour communiquer avec eux et que c'est d'autant plus compliqué parce que ça implique des relations, enfin des discussions à distance en triangle, que beaucoup d'entre elles n'ont pas accès à la technologie, ont souvent pas d'adresse mail, parfois même pas de GSM. Et donc, c'est difficile d'entrer concrètement en contact avec elles, simplement de pouvoir leur parler et de pouvoir échanger avec elles. Et donc, d'autant plus de pouvoir les défendre adéquatement, qu'il y a des tas de questions pratiques qui se posent. Donc, pendant un temps, il n'y a plus la possibilité d'introduire une demande d'asile. Et donc, maintenant, ça vient d'être établi, mais c'est uniquement en ligne. Donc, ça implique aussi pour une série de personnes qui sont victimes d'une fracture numérique que ça devient très difficile d'introduire une demande d'asile, et puis que c'est l'occasion, dans pas mal de cas, de justement de faire en sorte qu'il y ait une série de droits fondamentaux qui sont plus garantis. Il y a tout un combat aussi qu'on est en train de mener pour essayer de faire libérer toutes les personnes qui sont en centre de détention pour étrangers, en disant que dès lors que c'est des personnes qui sont détenues uniquement sur base de leur statut administratif, on estime déjà que les centres fermés pour étrangers ne devraient pas exister, mais d'autant moins dès lors que les règles du confinement ne peuvent pas être respectées, où il n'y a pas les distances de sécurité, etc., qui sont possibles. Donc voilà, il y a pas mal à faire parce que malheureusement, c'est évidemment ces personnes-là qui sont les premières à souffrir du confinement. Qu'est-ce que la Belgique a prévu justement d'un point de vue juridique pour les étrangers? Pendant le confinement, Oui. il n'y a pas grand-chose qui est encore très très clair. Ce qu'on sait, c'est que par exemple au niveau juridique, tous les délais ont été allongés d'un mois, sauf pour le droit pénal et le droit des étrangers, ce qui n'est pas étonnant parce que c'est toujours les parents pauvres du droit, puisque les étrangers, les détenus, c'est un petit peu ceux dont on se soucie le moins. Sinon, on navigue un peu à vue pour l'instant, donc on essaie justement d'obtenir une jurisprudence pour obtenir la libération des étrangers qui sont détenus en centre fermé. On a fait aussi pression pour considérer qu'il fallait redonner la possibilité d'introduire des demandes d'asile. Donc,
au niveau juridique, il n'y a pas encore grand-chose qui est réellement mis en place, à part cette prolongation des délais pour les autres matières que le droit des étrangers. Sinon, c'est un petit peu des pratiques et chacun bricole comme il peut. Et donc, nous, on essaie aussi de se renseigner pour savoir ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à ça. Vous parliez des parents pauvres de nos sociétés. Il y en a d'autres que vous évoquez dans votre livre Moria, Chronique des limbes de l'Europe, aux éditions 180 degrés, où vous racontez votre expérience d'avocate sans frontières dans ce camp de réfugiés qui est situé sur l'île Lesbos. À l'époque, il y avait à peu près, je pense, 6 000 personnes. Aujourd'hui, on parle de 20 000 personnes qui se trouvent dans ce camp de réfugiés. Qu'est-ce que vous redoutez le plus en ces temps de coronavirus pour eux? Oh, moi, j'ose même pas vraiment y penser. J'ai encore reçu récemment des nouvelles de ce qui se passait en Grèce et notamment à Moria. C'est pas que je le redoute, c'est que c'est en train de se passer là maintenant, que forcément, dans un camp qui est prévu pour 2 à 3 000 personnes, où on a environ 10 fois le nombre de personnes qui sont confinées, vous pensez bien que même envisager que les personnes puissent avoir accès à de l'eau et à du savon pour se laver les mains, simplement, ça relève du fantasme absolu, que les distances sociales dans un camp qui est par définition un camp de concentration, où il y a une concentration bien trop importante de personnes, n'y pensons même pas. Et que moi, j'ai reçu récemment, via une connaissance, des témoignages, notamment d'ambulanciers qui ont dû intervenir à Moria, où la situation est catastrophique. Ils ont dû intervenir pour un enfant d'une quinzaine d'années qui avait reçu un coup de couteau, où l'ambulancier rapportait les propos tout à fait déplacés de son collègue, qui disait oui, mais enfin bon, vous voulez qu'on aille vite, mais vous pensez qu'en Afghanistan ils vont plus vite qu'ici, où en fait rien n'a été fait pour réanimer l'enfant dans l'ambulance, qu'il est en l'instant encore dans le coma, on n'est pas sûr qu'il va s'en sortir. Donc ça, c'est pour donner un peu l'ambiance générale. Et on était déjà dans une situation qui était complètement explosive avant le confinement. Donc ça ne peut qu'être catastrophique ce qui s'y passe pour l'instant. Ce qui était catastrophique et que vous révélez aussi dans ce livre, c'est le manque de soins déjà à l'époque, que ce soit de médecins, de gynécologues ou de psychologues. Qu'est-ce qui a été mis en place aujourd'hui? Et moi, dans mon livre, je parlais du paracétamol, du sacro-saint paracétamol, qui était censé tout guérir, les dépressions, les ulcères à l'estomac, les cancers, le sida, voilà, n'importe quel problème qu'une personne pouvait présenter était censé être soigné par du paracétamol. J'entends que maintenant on parle d'un verre d'eau, que donc quand les personnes viennent en disant qu'elles sont malades, qu'elles ont besoin de soins, on leur propose de boire un petit verre d'eau et que ça va sans doute passer. Donc je vois qu'on est sans doute encore descendu d'un cran dans je ne sais pas si c'est du cynisme ou c'est juste de l'impuissance ou un peu des deux, mais c'est évident que l'île n'est pas du tout armée pour faire face. On a déjà du mal dans nos pays qui sont quand même avec un niveau d'accès aux soins qui est bien supérieur. On a déjà beaucoup de mal à faire face à la vague. Vous pensez bien que dans une île qui est complètement surpeuplée, où il y a un seul hôpital, à l'époque avec un seul psychiatre, ils n'ont pas du tout les moyens de faire face à une crise sanitaire de cette ampleur. Ce que vous évoquez aussi, c'est le fait qu'il y ait un seul gynécologue pour toutes les femmes, des femmes dans des situations terribles. Certaines ont été violées, d'autres sont enceintes et subissent des grossesses avec des difficultés. Là aussi, comment vous pensez qu'ils vont s'adapter en cette ère du coronavirus? Mais je vois pas comment est-ce qu'ils pourraient s'adapter. Je pense que les gens sont abandonnés à eux-mêmes. Il faut savoir qu'à l'époque où moi j'y étais, les gens étaient encore dans le camp de Moria. Entre-temps, ça s'est complètement étendu dans ce qu'ils ont appelé le livret, le champ des Oliviers, c'est-à-dire un camp complètement informel du style Calais, où il y a des tentes de fortune qui sont dressées plus ou moins. Vous pensez bien que ces personnes-là n'ont déjà pas accès au minimum minimorum, ne fût-ce qu'à la nourriture, de l'eau potable, un toit. Donc, penser à un suivi de grossesse, ça relève complètement de l'inimaginable. Enfin, je pense qu'on n'en est même pas là. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a le plus touché à l'époque? Qu'est-ce qui vous a le plus bouleversé ou mis en colère? L'impuissance, je dirais. L'impuissance, la mise à distance,
ce côté d'inhumanité du camp, où il y a parfois, on a l'impression qu'il n'y a plus aucune conscience, qu'on parle d'êtres humains, des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards, des personnes handicapées, des personnes traumatisées, avec des besoins spécifiques qui sont liés à tout ça. Euh, et l'impuissance à pouvoir réellement les aider, d'avoir l'impression que c'est une goutte d'eau dans un océan, et que ce qu'on peut faire est tellement dérisoire par rapport à tout ce qu'il y aurait à faire. Et ben là, on parle d'une situation qui est statistique, enfin, je veux dire, juste mathématiquement, au moins 3 fois pire, puisqu'on a 3 fois plus de personnes. Ce qui vous rend, également en colère, ce qui vous révolte, on le sent dans votre livre puisque, l'autre partie du titre, c'est «Chronique des limbes de l'Europe». Vous pointez l'Union européenne qui se défausse de ses responsabilités. En quoi c'est particulièrement vrai concernant la question des migrants? Euh, c'est particulièrement vrai parce que la création du camp de Moria et des hotspots en général, c'est une création qui découle du deal qui a été mis en place entre l'Union européenne et la Turquie pour renvoyer vers la Turquie toute une série de migrants. Et c'est à cause de ce deal que ces hotspots ont été mis en place. Et ces hotspots sont des espèces de centres de tri qui sont destinés à séparer le bon du mauvais migrant. Euh, et du coup, on fait reposer sur les États frontaliers de l'Union européenne toute la charge qui devrait être répartie entre l'ensemble des États de l'Union, en sachant qu'une série d'États, évidemment, n'ont pas de frontières extérieures. La France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, enfin, il y a toute une série d'États qui n'ont pas de frontières extérieures avec l'Union européenne et qui peuvent donc se débarrasser du sale boulot euh, sur le dos des États frontaliers, qui sont en général en plus des États qui ont une situation économique beaucoup plus précaire. Et ça permet aussi, je trouve que symboliquement, c'est aussi important que ces hotspots soient situés loin des yeux, dans des endroits peu accessibles. Lesbos, c'est l'île vraiment, si vous regardez une carte, c'est une île qui est à peine à quelques kilomètres de la Turquie, qui est difficilement accessible, qui est très éloignée des autres îles de l'archipel grec. Et donc, ben, c'est même géographiquement difficile d'y accéder. Et donc, c'est difficile d'avoir des images ou de savoir ce qui s'y passe. Ce qui est, important aussi, vous le rappeliez, c'est que vous vivez à Bruxelles, Bruxelles qui est la capitale de l'Europe. Est-ce que vous diriez que celle-ci est aussi, défaillante dans sa gestion de la crise du coronavirus? Ce qu'on observe, en tout cas, c'est un repli sur soi de tous les États. Euh, et ce que je trouve aussi particulier, c'est pas exactement votre question, mais je trouve en tout cas particulier, c'est pour ça que je trouve que votre projet est fait tout à fait sens dans cette période-ci, c'est de voir toute la place que ça a pris dans nos esprits et dans les médias, où quelque part on ne parle plus que de ça, et où on a un repli sur soi de chacun des États, avec une autorisation en fait de mettre à mal tous les acquis de Schengen et compagnie, qui font aussi que chacun doit se débrouiller comme il l'entend, plus ou moins, avec, par exemple, la question de la crise migratoire ou de la question des migrants qui n'est pas du tout gérée au niveau européen. On le voit, par exemple, avec ce qu'on appelle les transferts Dublin. Donc, le règlement Dublin, c'est ce fameux règlement qui met en place des règles de distribution des migrants au sein de l'État de l'Union européenne. En gros, la règle de base, c'est l'État dans lequel le migrant a pénétré pour la première fois au sein de l'Union européenne est responsable de sa demande d'asile, ce qui fait donc peser une charge démesurée sur tous les États frontaliers. Et on voit qu'il y a une cacophonie pas possible quant à la suspension ou non de ces transferts Dublin. Toutes les personnes qui doivent être renvoyées vers un autre État dès lors que les frontières sont fermées, dès lors qu'il n'y a pas de garantie de pouvoir effectuer ce transfert dans le respect des conditions sanitaires, on voit qu'il n'y a rien qui est mis en place au niveau européen et qu'il y a une espèce de repli où chacun est tracassé par sa politique intérieure et qu'il n'y a plus grand-chose de l'idéal européen à ce niveau-là. Ce repli, il est également, psychologique puisqu'on vit à l'ère de la peur, vous le disiez, on nous parle que du coronavirus et de la peur que ça entraîne, la peur de l'autre aussi qui peut nous contaminer. Est-ce que vous redoutez dès lors qu'on va avoir encore plus peur des migrants?
Je dirais que mon espoir, c'est qu'il y ait autre chose qui puisse émerger de tout ça. Malheureusement, j'ai peu, j'y crois moyennement. Je pense malheureusement il y a une série de populisme ou de peurs qui vont être réactivées justement par cette crise. Ce qu'on peut espérer, parce qu'il faut toujours, ça ne coûte rien d'avoir un petit peu d'espoir quand même. Ce qu'on peut espérer, c'est que moi, ce qui m'a touchée dans cette crise au début, c'est de me dire que en fait, j'étais en train de vivre ce que beaucoup de mes clients avaient vécu, c'est-à-dire qu'ils avaient une vie stable, une vie normale, avec une famille, un travail, une vie sociale, et du jour au lendemain, tout ça s'arrête. Alors, ça n'est évidemment pas comparable avec le fait de devoir tout abandonner, etc. Mais il y a quand même un avant et un après, et ça se joue en quelques jours, voire en quelques heures. Qui aurait cru, quelques jours avant le confinement, qu'on se retrouverait là-dedans pour aussi longtemps? Ça aurait semblé un scénario de science-fiction. Et pourtant, c'est finalement ce qui est arrivé à beaucoup de mes clients et de mes clientes. Et donc, on peut toujours espérer que ça permette un petit peu plus d'empathie pour les personnes qui ont vécu ça de manière beaucoup plus euh, drastique, puisque pour elles, ça a impliqué que leur vie d'avant était du jour au lendemain complètement terminée et qu'elles ont dû fuir leur famille, leur pays, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a les deux tendances malheureusement, je ne suis pas sûre que ce soit la dernière qui l'emportera, mais sait-on jamais. L'espoir est également, présent dans votre livre puisque vous rappelez que, l'humanité elle est tenace, elle survit et que l'atroce peut côtoyer le sublime. Est-ce que c'est ce que vous espérez également en ces temps de crise? Oui, on peut certainement pas espérer autre chose que ça, oui. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour aider ceux que vous appelez, nos frères et nos sœurs humains? Euh, alors, je pense que ça dépend un petit peu d'où on est aussi. Et ça dépend d'un point de vue très concret. Moi, je pense qu'il faudrait militer pour une régularisation des sans-papiers partout en Europe. Que de toute façon, puisque c'est toute une série de personnes qu'on ne pourra pas renvoyer dans leur pays d'origine avant une durée indéterminée, mais qui risque d'être longue, ce sont les premières victimes de ce confinement, puisqu'il y a beaucoup de ces personnes qui travaillent au noir, dans la construction, qui font des ménages et qui se retrouvent du jour au lendemain sans aucun revenu, puisqu'elles n'ont pas accès à quoi que ce soit en termes de sécurité sociale. Donc ce sont des personnes extrêmement vulnérables, qu'on a besoin de bras. Vous l'avez vu en France, en Belgique, on est en train d'essayer d'inciter les chômeurs à aller aider les agriculteurs à rentrer ou à cultiver leur récolte. Je pense que ça, c'est quelque chose de très concret qu'on peut faire, c'est militer, c'est l'occasion, une régularisation des sans-papiers euh, qui permettrait de leur garantir des droits de base en cette période difficile. Et je pense qu'on aurait tout à y gagner. Merci beaucoup Marie d'Outrepont et surtout Merci à vous. portez-vous bien. À vous aussi. Au revoir, Karine Melkaï. Au revoir.